La gouvernance est souvent présentée comme un ensemble de règles, de comités et de processus. Mon invité ce jour, Eliane Rouillé-Chevalier, nous rappelle que la gouvernance est d'abord une affaire de femmes, d'hommes et de responsabilités partagées. Le parcours d'Eliane, remarquable, est celui d'une femme d'entreprise qui a connu la finance, la stratégie et son exécution, alors qu'elle était directrice générale d'Edenred, mais aussi la gouvernance de structures très variées. Administratrice de Legrand, d'Ipsos, Vigéo, présidente du CLIF, une association professionnelle, et enfin administratrice de la Maison Vévert, une société familiale de haute joaillerie. Bonjour Eliane. Bonjour Bénédicte. Ce qui distingue profondément Eliane, au-delà de ses fonctions, c'est son attention permanente à l'humain. Elle n'a jamais pensé la performance sans les femmes et les hommes qui la rendent possible, ni la gouvernance sans responsabilité, confiance et liberté de parole. Femme pragmatique et de terrain, Eliane a également contribué à former les administrateurs et administratrices de demain, en créant en 2024 le certificat gouvernance, climat et transformation durable à l'Université de Paris-Dauphine. Convaincue que gouverner s'apprend, se travaille et se remet sans cesse en question. Eliane, je suis vraiment très heureuse de te tendre ce micro. Merci Bénédicte pour cette belle introduction. Je réagis au mot de gouvernance parce que tout le monde parle de gouvernance et je pense qu'on peut dire que peu de personnes savent quel contenu y mettre. Et toi, tu parles de règles, de standards, de processus, de guidelines. Heureusement que ça n'est pas que ça. Et on en revient à l'humain qui va être probablement le fil conducteur de notre entretien parce que c'est pas simplement une fantaisie de ma part de penser que l'humain est essentiel dans le monde de l'entreprise et de la façon dont elle doit être gouvernée. On va venir au sujet de gouvernance. Mais on parle d'instance de gouvernance, c'est-à-dire c'est bien une collectivité d'hommes et de femmes qui sont là pour impulser, pour soutenir, pour faire front quand les vents sont un peu plus contraires à la vie de l'entreprise. Et Dieu sait, je pense que là aussi nous aurons l'occasion d'y revenir, nous avons devant nous des défis majeurs que toute entreprise, quelle que soit sa taille, son secteur, qu'elle soit cotée en bourse ou pas, qu'elle soit familiale ou pas, aura à affronter. Et cette collectivité d'hommes et de femmes fera qu'au bout du compte, on pourra qualifier cette gouvernance de bonne gouvernance. Et on voit bien qu'une bonne gouvernance, c'est le pilotage du paquebot, et qu'une mauvaise gouvernance, lorsque cette communauté n'arrive pas à s'aligner, quand il y a des tensions, eh bien ça fragilise terriblement l'entreprise. Donc on est bien au-delà des règles, des processus, des standards, des normes, etc. Et que c'est pas souvent bien compris et que l'on réduit ça aussi, je le constate autour de moi ou auprès des jeunes. La gouvernance, quand elle est un peu comprise, elle est réduite au conseil d'administration. C'est beaucoup plus large que ça en réalité, la gouvernance. Elle est faite de trois entités qui sont effectivement le conseil d'administration, le comité de direction, qu'on appelle comité exécutif, quelle que soit sa dénomination, mais également l'Assemblée générale des actionnaires. Et il faut que ces trois entités fonctionnent harmonieusement, que les droits et obligations des uns et des autres soient comprises et respectées pour arriver à une gouvernance efficace. Tu m'as dit en préparant ce podcast que la gouvernance que tu vivais en 2025 n'avait pas grand-chose à voir avec la gouvernance que tu avais vécue quand tu avais commencé à être administratrice. Quels ont été les grands changements ? Pourquoi y a-t-il eu un grand changement ? Moi, je suis administratrice depuis 2011, donc j'ai une certaine expérience. Et effectivement, si je fais une comparaison entre ces conseils à l'époque dont la dominante était extrêmement financière, on passait
l'essentiel, c'est pour ne pas dire la totalité du temps, à examiner l'EBITDA, la marge, le cash flow, la structure du bilan, les risques. Mais c'était vraiment un agenda qui était tourné vers la performance financière sur tous ces aspects. Et ce qu'on appelle aujourd'hui extra-financier, qui est peut-être pas la meilleure des dénominations, mais en contraste avec ce qui est purement financier, était pas ou très très peu abordé. Alors, l'avantage, c'est que les conseils étaient beaucoup plus courts. Il y en avait beaucoup moins aussi. Mais une des premières différences, c'est que l'éventail des sujets qui sont couverts aujourd'hui sont extrêmement large et que on devra aborder en conseil, bien entendu, la performance de l'entreprise, mais aussi son environnement concurrentiel, sa politique de prix, la technologie, l'innovation et la R&D, la gestion du capital humain, la gestion de la chaîne de valeur et les relations avec les sous-traitants et les fournisseurs, mais aussi les sujets de compliance, de corruption, de respect des normes internationales et des règles concurrentielles, etc., etc. Et s'il en fallait un peu plus, on voit bien qu'aujourd'hui on est dans une charnière parce que l'environnement dans lequel on vit n'a plus rien à voir à ce qu'il pouvait être il y a une quinzaine d'années. C'est une banalité aujourd'hui de dire qu'on a un degré d'incertitude inégalé, mais ça veut dire qu'il faut arriver à piloter dans un brouillard de plus en plus épais, ce qui va avoir quand même des conséquences sur la façon de diriger l'entreprise, qu'il y a une complexité de ces sujets parce que leur caractère systémique fait que on ne peut pas s'occuper d'un sujet en ignorant les conséquences que cela pourra avoir sur le plan social ou sociétal, que les défis, alors je vais faire une liste qui est pas très réjouissante, mais faut-il être lucide? On a des défis qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, que ce soit les chamboulements géopolitiques qui fait que nous parlons de manière décontractée n'est pas le terme, parce que c'est très préoccupant, mais des risques de guerre, de rupture de chaînes de valeur, des alliés d'hier qui ne sont plus les amis d'aujourd'hui, la mise en place de droits de douane qui font complètement désorganiser la chaîne d'approvisionnement, qu'on a des risques majeurs de souveraineté, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit sur les conditions d'approvisionnement alimentaire, mais aussi de santé publique, l'accès aux vaccins et à la santé de manière générale, que évidemment le défi climatique est là avec des conséquences importantes sur des décisions d'investissement et d'allocation des ressources financières qui sont tout de même pas extensibles, que derrière cela il y a des risques que l'on voit poindre sur la démocratie et les libertés fondamentales, celles des femmes, mais aussi au sujet de l'éducation, de la santé, de la justice sociale qui est de plus en plus réclamée. Enfin, je peux faire encore un catalogue et on aura l'occasion évidemment de parler de l'IA qui à la fois va offrir des opportunités et obliger à reconsidérer l'organisation managériale. Tout ça fait que, parce qu'on va y venir, et ma profonde conviction, c'est que on ne peut pas envisager relativement sereinement le pilotage d'une entreprise sans prendre en considération le contexte extérieur à l'entreprise. L'entreprise est un être vivant qui fait partie d'une membrane beaucoup plus large et que si on n'envisage pas des scénarios futurs probables, plausibles, on risque de se faire prendre dans une forme de surprise, effectivement, de non-préparation qui peut être fatale à l'entreprise. Or, c'est quand même la responsabilité du conseil d'administration dans sa collectivité, mais aussi à titre individuel, de dire, mais attendez, oui, d'accord, il faut régler les problèmes de fin de mois, bien sûr, de trésorerie, de fonds de roulement, c'est indispensable, mais il faut avoir une vision
vision beaucoup plus à long terme, et ça aussi c'est la caractéristique bien entendu de la position du conseil d'administration, c'est de ne pas perdre de vue ce qui pourrait se passer dans un horizon un peu plus long que la gestion à très court terme de l'entreprise. En fait, ce que tu évoques avec les problématiques actuelles que l'on a avec l'ensemble des risques, au siècle dernier, on était quand même dans une énorme croissance. Et finalement, gérer la croissance, c'est pas du tout la même chose que de gérer, alors je vais pas parler de décroissance, mais une forme de contraction, d'obligation de sobriété, de défaire des choses qui ont été faites à un moment où tout était à bâtir. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui, l'humain finalement aime aller de l'avant et défaire ce qu'il a fait, c'est pas quelque chose qu'il aime faire? Alors là, tu touches du doigt quelque chose qui est évidemment qui nous touche à titre individuel, en tant qu'individu, en tant que citoyen, c'est qu'on a vécu dans une forme d'illusion, comme tu dis, de croissance, d'abondance, de nos limites. Or, la Terre est en train de nous rappeler, à juste titre, qu'elle ne peut plus. Elle est épuisée et que ses ressources ont des limites. Ce que l'on pensait être gratuit, facile, comme la pureté de l'air, comme la pureté de l'eau dans les rivières qui coulent, tout cela, on est en train de se rendre compte que ce sont des ressources limitées et non plus illimitées. Que y avait une forme de capitalisme qui se reposait sur le toujours plus, donc effectivement la croissance, avec pour déboucher une forme de bonheur, qui a été le cas. Après-guerre, il fallait reconstruire l'amélioration du confort matériel, l'accès à la santé pour tous, à l'éducation, a contribué à créer du bonheur. Et que là, aujourd'hui, en faisant pointer du doigt que nos ressources sont limitées, que cette croissance, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, eh ben ça produit de la peur. Parce que les gens pensent, peut-être à juste titre, que cette société d'abondance, d'ailleurs on parle de l'État-providence, pas par hasard. C'est-à-dire que, allez-y, c'est ouvert et vous aurez toujours de la santé gratuite, de l'éducation gratuite, des autoroutes et des infrastructures, etc. Or, ce modèle-là touche probablement à la fin et ça crée une forme d'angoisse tout à fait compréhensible de la population de manière générale, des citoyens, disant « Ah mais alors, je ne vais plus avoir droit à ça » et ça fait peur, d'où la résistance, d'où une forme de déni, il n'y a pas d'approbation, et que le mot de décroissance, évidemment, est presque une injure. Moi, je pense que plutôt que de parler de décroissance, il y aura peut-être de la croissance quelque part et de la décroissance ailleurs. C'est-à-dire, il nous faudra de la croissance dans de l'innovation, dans une forme de sobriété qui oblige à se réinventer. Quand on parle, par exemple, d'économie circulaire, ça oblige à penser complètement sa chaîne d'approvisionnement. Et ça va créer une forme de croissance, ça va créer une forme de richesse, puisque croissance égale richesse, c'est ça qu'on y met derrière. Il faudra peut-être mettre le frein sur d'autres formes de croissance qui contribuent à la destruction et qui peuvent créer du malheur d'ailleurs, puisqu'on voit bien que ce sont malheureusement les populations qui sont les plus exposées, celles des pays du Sud qui seront touchées en premier. On a besoin de rééquilibrer tout cela dans une approche plus raisonnée et raisonnable de la croissance dont on a vraiment besoin et qui protège à la fois l'homme avec un grand H et la nature et la biologie et l'eau, etc. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Eliane Rouillet-Chevalier, administratrice indépendante et directrice de programme Executive Education à Paris Dauphine.
on sait faire, tu penses, dans les conseils d'administration, dans la gouvernance, la grande gouvernance, là où j'entends ton point au départ qui parlait du conseil, de la direction générale et de l'assemblée générale. Est-ce que ces trois organes, ces instances, chacun dans leur rôle avec leur casquette, sont en capacité de voir ce qui va se passer? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a voir ce qui va se passer. Je pense que on est suffisamment conscient, lucide d'un scénario possible. Après, c'est la réaction qu'on peut avoir par rapport à ce scénario. C'est-à-dire que tu as à la fois des gens qui sont dans un complet déni, en pointant du doigt un discours décliniste, anti-croissance, qui appelle la fin du monde. T'as ceux qui se disent oui, je pense que, mais moi, à mon échelle, je ne sais pas comment prendre les choses. C'est trop complexe, effectivement, et je mets le truc sous la pile parce que j'ai pas forcément ou les capacités, ce sera pas avoué comme ça, organisationnelles de faire face, les capacités intellectuelles. Je sens que, mais je ne sais pas comment le faire, donc je ne bouge pas. Et puis il y a les convaincus, ceux qui se disent, qui ont compris. Et ce sont ces entreprises-là, donc avec leur gouvernance, parce que ça oblige à des choix courageux, qui s'en sortiront après-demain. C'est-à-dire c'est celles qui anticipent aujourd'hui les éventuelles conséquences du réchauffement climatique, mais pas simplement le fait qu'on va être à 2 degrés 3, même des scénarios pire encore, mais les conséquences que ça va avoir sur les questions de souveraineté, voilà, les questions de santé publique, si mes collaborateurs ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il fait 45 degrés dehors pendant plusieurs jours et n'auront pas la capacité physique tout simplement de se rendre à l'usine, ou parce que les catastrophes industrielles, les catastrophes atmosphériques feront que les routes sont inondées, que les accès soient pas possibles, enfin, des choses extrêmement possibles et qui prévoient d'ores et déjà le plan B. Et c'est là où, me semble-t-il, si on veut anticiper les choses en dehors de quelque chose de clivant, parce que ça devient rapidement idéologique et conflictuel, c'est de poser les choses d'un point de vue purement opérationnel. Si le data center est en surchauffe pendant 4 jours et que tu ne peux plus avoir accès à tes données, bah, tu fais comment? Tu peux plus émettre une facture, tu peux plus avoir tes correspondants commerciaux, tu peux plus avoir accès à toutes tes données. L'entreprise, elle est en arrêt total pendant quelques jours. Donc, il me semble que c'est la meilleure des façons d'essayer de mobiliser. Ce qui est difficile, parce que c'est un exercice de prospective, d'imaginer un scénario qu'on n'a pas vécu. Et puis pas un scénario très plaisant. Donc c'est sûr que de manière cognitive, on n'a pas envie de se pencher là-dessus. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut commencer quand même par faire un état des lieux un petit peu de notre chaîne de valeur. Enfin, notre chaîne, voilà, un état des lieux assez exhaustif de ce que l'on est, scénarisé de vers quoi nous pourrions aller, peut-être avec un accompagnement, parce que comme tu le disais, c'est difficile d'imaginer quand on n'a pas vécu la chose, donc ça peut être avec plein d'équipes, on a vécu ça il n'y a pas très longtemps ensemble. Est-ce que tu vois une différence de prise de conscience, si je reviens sur les 3 types de structures, celles qui veulent pas voir, celles qui voient mais qui se disent je vais pas y arriver, et puis celles qui s'y mettent. Est-ce que tu vois une différence entre grandes sociétés, moyennes sociétés, famille, PME? Est-ce que ça, il y a quelque chose qui se dessine ou pas? Alors, mon observation est totalement empirique et repose absolument pas sur des données statistiques ou un échantillon représentatif, mais
moi, j'ai l'impression que ça tient pas tellement ni du secteur, ni de la taille de l'entreprise, ni si c'est un capitalisme familial, une société totalement cotée en bourse avec le capital entre les mains d'investisseurs institutionnels. Je pense que c'est vraiment la question de la personnalité du ou des dirigeants qui ont fait cette analyse, qui en tirent les conséquences pour leur propre entreprise et qui déroule qui déroule. Si c'est ça, comment doit-on se préparer aujourd'hui en termes de choix d'investissement, en termes d'actifs que je conserve ou ceux que je céderai, c'est-à-dire si l'entreprise rentre par exemple pour des industriels dans une stratégie de décarbonation, ça demande effectivement des décisions courageuses et dans certains cas de céder des actifs et de se recentrer sur les actifs sur lesquels il pourrait y avoir un levier d'action, en particulier en termes de décarbonation. Donc, inutile de dire que faut-il en être convaincu au niveau de la direction générale, que celle-ci convainc ensuite son conseil d'administration. C'est là où l'exercice d'alignement peut être tendu. Et enfin, pour une société cotée en bourse, aller pouvoir convaincre des investisseurs institutionnels. Et là, moi qui ai fait le métier d'Investor Relations pendant bien des années, le seul discours qui varie, c'est le discours de vérité. Et d'annoncer de manière très transparente aux investisseurs, nous passerons par une telle phase d'investissement, etc., qui va peut-être pénaliser la rentabilité pendant un certain temps, mais ensuite nous pensons que nous pourrons remonter et en tous les cas on se renforcera, on se concentrera à la fois sur une stratégie plus resserrée, plus exigeante, sur les actifs qui vont avec et sur les compétences à la fois humaines et technologiques qu'il nous faut à l'intérieur de l'entreprise pour mener à bien ce plan d'action. Sont-ils capables d'entendre les investisseurs? Sont-ils capables d'avoir ce discours de vérité et de dire vous devrez faire un effort sur votre rentabilité pendant X années, surtout quand il y a des indices quand même de placement avec des algorithmes qui mettent des paniers de rentabilité, quand les États-Unis ne veulent pas faire cet effort de rentabilité, de sobriété ou d'investissement sur la décarbonation, comment on fait? Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de dire les choses telles qu'elles vont se passer, parce que ne pas l'annoncer, c'est prendre le marché par surprise et il n'y a rien de pire. Donc, même si c'est un mauvais moment à passer, mais encore une fois, si pas seulement le discours est argumenté, mais vraiment la réflexion stratégique est documentée en faisant comprendre le contexte dans lequel on se situe, en faisant comprendre pourquoi ces choix technologiques sont faits, ceux-là plutôt que d'autres, s'alléger de certains actifs pour récupérer du cash, réinvestir ailleurs. Je veux dire, c'est un discours qui peut être compris par des investisseurs qui, eux aussi, parce qu'ils voient défiler dans leur bureau des CEO du monde entier. Donc il y a un moment quand même, il y a une convergence des visions des entreprises. Alors certes, les marchés sont taxés de vision court terme plutôt, oui. Pas tous les investisseurs. Et ma foi, ce seront les investisseurs qui veulent accompagner qui resteront, et sinon ils sortiront du capital. Je reviens un tout petit peu en arrière. Eliane, tout à l'heure, tu disais il faut que la direction générale soit convaincue, puis elle embarque son board, puis elle embarque les investisseurs. Est-ce qu'un conseil d'administration peut embarquer une direction générale pas convaincue? Est-ce que l'inverse peut être possible? Alors, ça dépend quel temps tu vois ça. Peut-être que au départ, il peut y avoir des visions différentes, mais on voit bien, on parle de bonne gouvernance dès lors que il y a un alignement.
Et quand on dit alignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire confrontation d'une vision, avec tout ce que cela sous-tend de valeur aussi, avec un grand V, mais de vision partagée entre le conseil et le comité exécutif. Un conseil ne pourra pas imposer à un DG sa vision si lui-même ne la comprend pas, parce que quand il s'agira d'exécution, c'est pas simplement stratégie, c'est pas des slides PowerPoint qu'on montre en salle de conseil, c'est quand même de l'exécution derrière, et donc si ça insuffle pas dans toute l'organisation, il y aura aucune chance que l'exécution soit correctement menée, et ça sera au contraire facteur de disruption et de fragilisation de l'entreprise. Alors, il peut y avoir impulsion de conseil, et je trouve que le conseil est là pour apporter son soutien au CEO, pour le pousser à aller plus loin, pour prendre des risques aussi, lui apporter des contacts, l'encourager, aller chercher les bonnes compétences qu'il faut, et finalement, si le CEO pouvait émettre des réserves, comprendre que il a finalement non pas un chèque en blanc, mais une certaine latitude, et que s'il rencontre des difficultés, ne pas attendre à voir les problèmes pour venir en parler au conseil. Ça aussi, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Il faut que le directeur général et son comité de direction aient suffisamment confiance dans les membres du conseil pour pouvoir en parler avant que ça ne soit que les problèmes soient trop avérés. Oui, donc en fait, le conseil d'administration impulse, ce qu'on disait, c'est que de toute manière, il arrête la stratégie, mais c'est pas lui qui l'a définie. C'est de toute manière la direction générale. On n'aura jamais la connaissance en tant qu'administrateur aussi fine que ce peut avoir la direction générale. C'est absolument évident. Mais en attendant, on doit pouvoir faire avancer. Si on a quand même une direction générale qui ne veut pas aller dans un sens de prise de responsabilité par rapport à la durabilité, on a aussi la possibilité de le sortir. Malheureusement, c'est pas souhaitable. Alors après, encore faut-il que les investisseurs soient d'accord, parce qu'on peut avoir aussi des bagarres au sein du conseil entre investisseurs qui préfèrent jouer la carte de la rentabilité par rapport à la durabilité. C'est pas souhaitable, c'est pas souhaitable pour l'individu, mais c'est peut-être souhaitable pour l'entreprise. Or, il y a des emplois derrière, donc c'est la responsabilité du conseil d'administration de juger si à un moment donné, le profil du CEO qui a pu bien remplir sa mission jusqu'à un certain point est arrivé à un moment où par manque de conviction de sa part ou pour plein d'autres raisons, n'a plus le bon profil pour mener l'entreprise dans une transformation plus profonde, une remise en cause pour lequel il se sent pas d'attaque et pas convaincu, ou qu'il n'a pas la bonne équipe autour de lui non plus. On pense qu'aujourd'hui, le plan stratégique à 5 ans, ça fonctionne plus tellement, en fait. Notre histoire de gouverner avec un horizon qui est linéaire, on n'est plus dans cette période-là. Donc on demande à une direction générale aujourd'hui de prendre en compte évidemment les limites planétaires, tout ce qui se passe, mais aussi dans un environnement qui est particulièrement agité. Comment est-ce que l'on fait pour être en vision partagée entre la direction générale et le board, avec finalement tous ces éléments extrêmement mouvants, alors que le monde n'arrête pas de bouger? On parle même d'un monde banni, donc brittle, anxious, non-linéaire et incompréhensible. Finalement, comment est-ce que l'on fait sur un monde banni qui est en mouvance en permanence pour avoir un plan stratégique à 5 ans? Comment est-ce que l'on fait? Alors, il y a une forme de paradoxe, parce que on voit bien que les plans quinquennaux, ça ne marche pas
parce qu'ils sont trop linéaires. C'est-à-dire on veut reproduire ce qu'on a vécu dans le passé et que la première crise qui passe, là, il le plan en question. Or, on vit dans des crises en permanence. On parle de permacrise, des crises qui se superposent. Il n'y en a pas une qui se soit achevée avant qu'il y en ait une autre qui arrive. Donc, on voit bien qu'il faut être prêt à réagir et on sait le faire. L'exemple du Covid est le meilleur des exemples. C'est-à-dire qu'on a su incroyablement gérer ce truc phénoménal où tout s'est arrêté, tout d'un coup tout le monde s'est mis en visio, on a découvert Zoom. On a résolu le problème des masques de manière extrêmement pragmatique. Donc, c'est ça qui est formidable en même temps avec l'entreprise, c'est son extraordinaire plasticité. C'est-à-dire, face à un obstacle, même majeur, elle est capable de se mobiliser. Encore une fois, merci les femmes et les hommes qui sont astucieux, qui ont l'art de la débrouille pour trouver les solutions. Donc, il y a cette capacité à slalomer, comme je dis, qui est extraordinaire et qui fait que on a cette besoin à la fois d'un cap. Ça, c'est absolument nécessaire, mais en sachant que ce cap, on va pas y arriver de manière linéaire en face de nous et qu'il va falloir tirer des bords à droite, à gauche avant d'arriver au résultat voulu. Et qu'il y a une vraie confiance dans l'entreprise. Je dis souvent que l'entreprise, par rapport à la défiance généralisée que les citoyens, les salariés peuvent avoir vis-à-vis des institutions, en particulier publiques, l'entreprise est le dernier rempart institutionnel dans ce monde de défiance. Parce que ce sont elles qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Elles peuvent aussi en détruire, il ne faut pas être naïf. Mais c'est celles qui savent le plus anticiper, prendre conscience des limites planétaires et qui, avec ça, sous contrainte, sont capables de beaucoup d'innovation. Et ce sont elles, plus important, surtout aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, qui sont capables de cimenter la société, trouver une nouvelle forme de contrat social. Je parlais tout à l'heure de peur par rapport à un régime qui a été extrêmement généreux, surtout en France, on parle de modèle social français. L'entreprise peut créer cette forme de contrat social, mais les business models sont mis à rude épreuve. Il y a des disruptions, pour prendre le terme à la mode. On voit bien que le commerce online a pris pas sur la distribution des biens et des services physiques, que le pouvoir d'achat est mis à mal, qu'il y a une recomposition de la ressource humaine. Et donc au fond il faut réinventer une forme de modernité, pas fondée sur cette illusion du toujours plus qui est supposée apporter bonheur. Il s'agit de trouver une façon de produire, comme je le disais tout à l'heure, avec une croissance différenciée, plus ici, moins là, avec une économie certainement plus raisonnable. À t'écouter, en fait, on dirait que le cap, c'est quand même la durabilité et les limites planétaires qui, de toute manière, elles... C'est un fait. C'est un jugement. C'est non négociable. C'est non négociable. Donc notre cap, il est là. À nous de réinventer. Alors à nous, j'entends la gouvernance, les instances de gouvernance, direction générale et administrateurs. À nous de réinventer la stratégie qui va nous permettre de quand même avoir une forme de croissance ou de durabilité pérenne en prenant en compte tous ces éléments-là.
Hein, et alors, tu parlais des scénarios tout à l'heure et je trouve que la scénarisation finalement avec des what if scénarios en prenant tous ces postulats et ce qui se passe régulièrement en termes de transformation géopolitique, la Chine qui bouge, les États-Unis évidemment, les chaînes de transport, tout ça doit être récupéré régulièrement pour être en capacité de faire de la réallocation de ressources intelligentes et surfer sur la vague. Quelqu'un me dirait que c'est du risk management un peu systémique qui permet de travailler aussi intelligemment avec la direction générale. J'abonde complètement. Bon, le mot durabilité est moins en vogue aujourd'hui pour les raisons qu'on sait, mais c'est pour ça que moi personnellement j'ai une approche complètement opérationnelle pour obliger à réfléchir autrement. C'est-à-dire justement, c'est moins dans des concepts qui peuvent être qualifiés d'une forme d'idéologie que de dire au patron de business unit si il se passe quelque chose dans le détroit d'Ormuz et que l'approvisionnement sur lequel tu comptais pour pouvoir livrer correctement tes clients fait que le bateau il est détourné, qu'il doit passer par le Cap et remonter, que ça va prendre 8 jours de plus, comment je m'adapte, comment je prends en cause et en termes de gestion, comment j'anticipe ces risques purement opérationnels. Ça peut être pour des raisons à la fois de phénomènes climatiques extrêmes, ça peut être des attaques terroristes qui peuvent se situer dans telle région du monde. Enfin, les causes sont multiples, mais c'est prévoir, et c'est peut-être une gestion de risque effectivement beaucoup plus fine de phénomènes répétitifs avec une fréquence peut-être plus importante et des conséquences qui peuvent être dommageables à la fois pour les biens et puis les personnes de l'entreprise mais aussi de son écosystème. Quand on parle de devoir de vigilance, c'est bien ça, c'est-à-dire on peut pas être indifférent à toute la chaîne de valeur en amont et en aval que l'on doit embarquer également dans la gestion des risques. Dans la même je dirais, lignée de cette problématique-là, de risques physiques et de risques de transition, on a quand même aujourd'hui un sujet majeur avec l'intelligence artificielle qui va percuter énormément de réflexions stratégiques ou de mise en œuvre opérationnelle, comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que tu appréhendes finalement cette révolution ou cette évolution au sein de tes structures ? Alors, mon analyse aujourd'hui, c'est que de toute façon, on ne va pas aller contre la vague. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas qu'elle va venir, c'est qu'elle est déjà là. Dont acte. Pour moi, c'est pas du tout une simple question de révolution technologique, mais vraiment une obligation à réfléchir l'organisation managériale très différemment. Donc ça va nous obliger à screener pas seulement les fonctions dans l'entreprise. Et quand je dis dans l'entreprise, j'inclus les sous-traitants ou les personnes en freelance qui peuvent travailler pour l'entreprise. Hein, donc c'est un périmètre élargi. Mais revoir les tâches à l'intérieur des fonctions, parce que il faut vraiment, il y a un degré de granularité important pour comprendre de comment se sont empilées les tâches pour faire une fonction. Une partie de ces tâches va être déchargée par l'intelligence artificielle, tant mieux. Et là, je pense qu'il y aura pas de débat, ça allège. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait du temps qui a été dégagé? Est-ce que on donne entre guillemets ce temps libre? Est-ce qu'on réalloue ce temps à d'autres tâches qui demandent de l'intelligence humaine? Auquel cas, quel accompagnement de compétences, de montée en compétences des personnes qui sont soumises à revoir leurs tâches et globalement quel gain et quel sens
on en revient à la question de sens, cela donne à la qualité de la relation client, de la relation fournisseur qu'on peut avoir, en quoi ça l'améliore, en quoi ça donne beaucoup plus de vélocité dans la façon de pouvoir apporter ce service ou ce bien au client. Donc c'est évidemment une remise en cause. Aujourd'hui, il y a des gens extrêmement optimistes, comme Philippe Aghion, notre prix Nobel d'économie, qui voit une source incommensurable de productivité, d'épanouissement, etc. Je partage en partie son enthousiasme, mais peut-être pas complètement. Et je pense que personne ne sait véritablement au bout du compte, aujourd'hui, fin 2025, comment au final ça va se solder. On ne pourra pas aller contre le mouvement, il faut l'accompagner. Il y aura des sujets comme sur la recherche médicale où évidemment ça va apporter beaucoup de choses, mais il faudrait pas s'aveugler simplement sur le côté j'embauche un Superman ou woman en IT et je résous le truc. C'est vraiment au niveau du CEO, de son COMEX et donc aussi du conseil d'administration, de s'approprier ce que l'intelligence artificielle va apporter à l'entreprise et à son écosystème. Donc ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça interroge aussi sur la forme de société avec grand S que l'on veut. Quel projet de société on veut? Est-ce qu'on veut une IA qui décide à notre place? Est-ce qu'on va conserver notre part d'humanisme et de jugement et de prise de recul et d'esprit critique absolument indispensable? Ça pose des questions sur l'éducation, ça pose des questions sur la responsabilité. Enfin, le sujet est très vaste et on ne peut pas uniquement se contenter à voir ça sous l'angle de système tech très très limitant. Ouais, je partage complètement ton point, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, alors à l'instar de la durabilité, de la prise de conscience de la durabilité dans les différentes instances de gouvernance, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les instances de gouvernance sont suffisamment formées, se sont appropriées, sont en capacité de réfléchir au-delà de tech ou même de comprendre déjà ce qu'amène la tech sur les systèmes d'intelligence artificielle? Alors, que ça soit sur l'IA ou que ça soit de manière générale, parce qu'on parlait tout à l'heure de monde extrêmement complexe, la formation est importante. Je reprends une phrase qui a été citée par Alexandre Guérin, Christopher Guérin. Et je fais mienne sa phrase qui est de dire: les leaders de demain sont des apprenants et non des sachants. Et si on n'est pas dans une démarche de comprendre ce monde complexe et ne pas imaginer que parce qu'on est directeur général, parce qu'on est patron d'une business unit, on sait et on n'a pas besoin d'apprendre davantage, c'est une erreur fondamentale. Et ce qui est vrai des exécutifs est bien sûr vrai des membres de conseil d'administration. Et si on veut un conseil efficace, les administrateurs doivent se former en permanence. Outre que moi je trouve qu'il y a une vraie jubilation à apprendre, à revenir sur les bancs de l'université, à travailler avec d'autres sur un sujet, s'octroyer le luxe d'avoir un peu de temps à soi pour prendre du recul, réfléchir. C'est un vrai cadeau et une vraie joie dont on tirera les bénéfices, parce que justement ça permet de se reposer des questions fondamentales. Moi, ce qui me préoccupe au travers de notre formation à Dauphine, la gentillesse de mentionner tout à l'heure, c'est qu'on a une écrasante majorité de femmes qui viennent se former et pas assez d'hommes. Et franchement, ça interroge sur notre société, comme si seules les femmes avaient suffisamment d'humilité
pour se dire je dois en savoir plus. Je pense qu'au contraire, c'est une énorme qualité d'être curieuse, d'aller chercher, de comprendre, de voir ce qui se passe ailleurs dans d'autres secteurs, d'autres géographies, et que les hommes, parce qu'ils sont arrivés à un certain niveau de hiérarchie dans l'entreprise, supposent que maintenant, c'est bon, le travail est fait et les décisions, elles surprennent à tous ensemble. C'est pas genré. Ça me paraît très questionnant sur la société que l'on veut et celle dans laquelle on est aujourd'hui. Pas sûr que la loi Rixain puisse faire bouger les choses, même si on espère que, en faisant monter quelques femmes dans des décisions stratégiques, opérationnelles, cela donne une autre place. Oui, on avait le même doute avec la loi Copé-Zimmermann et aujourd'hui on a 47% de femmes en France dans les conseils d'administration. Donc par la contrainte, on y arrive. C'est peut-être dommage d'y arriver par la contrainte, mais c'est comme ça. Donc la loi Rixain, faut que le temps qu'elle se mette en place et que progressivement il y ait de plus en plus de diversité au sein des COMEX comme il y en a maintenant au sein des conseils d'administration. Il faudrait peut-être une contrainte pour que les administrateurs se forment. Alors, là encore, si ça ne se fait pas par volonté spontanée, si la contrainte doit exister pour forcer, faisons-le. C'est regrettable. Je pense que même beaucoup d'administrateurs et d'administratrices ignorent qu'il y a un budget du conseil d'administration qui est voté chaque année et soumis au CNP. Ça fait partie des résolutions à soumettre à l'Assemblée générale, dans lesquelles ce budget du Conseil permet, outre de payer les jetons de présence aux administrateurs, de pouvoir puiser dans ce budget pour financer les formations qui paraissent adéquates pour les membres de conseil d'administration. On voit tout de même beaucoup, alors c'est moins de la formation que de l'information, de faire venir tel expert qui passe une demi-journée à l'intérieur du conseil pour éclairer en prospective sur différents sujets qui peuvent... Mais c'est sûrement un vernis qui est déjà bien, mais peut-être insuffisant. Pourtant, on demande aujourd'hui, et tu le disais au tout début de notre épisode, que on demandait beaucoup plus aux administrateurs maintenant que ce qui était demandé il y a une quinzaine d'années quand tu as commencé à être administratrice, où finalement ça parlait finance et pas du reste. Alors finalement, on a aujourd'hui besoin d'avoir beaucoup plus de cartes et en main pour pouvoir être pertinent dans nos rôles d'administrateurs. Et néanmoins, la formation ne reste pas quelque chose qui devient une évidence pour tout le monde. Oui, alors la formation ne résoudra pas tout parce que effectivement le profil de l'administrateur ou l'administratrice idéale, on voit bien, c'est une combinaison à la fois d'expertise, de compétences techniques, mais beaucoup de qualités cognitives, en particulier le courage, amener à raisonner autrement, savoir influencer, avoir une capacité à communiquer, parce qu'on peut avoir une conviction, mais faut-il savoir la faire partager, de juger quel est le bon moment pour le faire, pour éviter un clivage qui constituerait finalement une perte de temps. Donc on lui demande non seulement une intelligence venue de l'expérience de dirigeant, mais une intelligence émotionnelle, d'être un coach, enfin des qualités absolument extraordinaires qui ne s'inventent pas. Je suis pas sûre que la formation. Donc, on voit qu'il faut pouvoir
implanter à l'intérieur du Conseil une ambiance qui favorise cette liberté de parole, cette ouverture, cette curiosité, peut-être faire des expéditions ensemble pour aller voir ce qui se passe ailleurs, créer cette communauté. Et là, le rôle du ou de la présidente du Conseil est évidemment essentiel pour donner cet espace de liberté, pour créer un esprit d'équipe. C'est-à-dire, on n'est pas des experts côte à côte, surtout pas. On est une collectivité. D'abord, on parle de responsabilité collective du conseil d'administration, mais on est aussi des individus. Et comment créer cette alchimie qui fait que d'abord il y a un engagement individuel, il y a un vrai souci d'apporter quelque chose en termes de responsabilité, d'être conscient de cette responsabilité individuelle et collective pour le bien commun de l'entreprise, pour l'intérêt suprême, c'est la loi Pacte, pour l'intérêt suprême de l'entreprise. Et pour ça, il faut de la finesse, il faut de la subtilité, il faut le sens des nuances, il faut aussi un sens de diplomatie, de travailler. Alors quand je dis dans l'ombre, ça n'a pas un côté obscur, tout se passe pas dans les conseils. En fait, quand on parle d'influence, il faut aussi prendre le temps en one-to-one avec le président, avec les autres administrateurs, éventuellement avec les dirigeants, pour partager les idées, pour les inciter à regarder différemment les choses. Ça prend beaucoup de temps. Il faut du doigté. Encore une fois, l'engagement. Donc c'est quelque chose qu'on a en soi ou pas. Hein. Ça se décrète pas. Oui, parce que ça, il n'y a pas beaucoup de formation en savoir-être. Ça ne marche pas. Si on va un tout petit peu sur le sujet de la rémunération, Eliane, on demande une disponibilité et des compétences vraiment 360 de savoir-faire et savoir-être. Quand même, la rémunération aujourd'hui, on parle plutôt d'indemnisation. Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait bouger ou est-ce que tu penses qu'elle est au juste niveau actuellement ? Alors évidemment, ça dépend ce qu'on regarde entre grandes entreprises et entreprises de plus petite taille, et puis entre la moyenne de rémunération en France versus la moyenne des rémunérations dans des pays comme évidemment UK, US, mais aussi la Suisse ou l'Italie ou l'Allemagne. Pour en rester à la comparaison géographique, la France n'est pas du tout dans le peloton de tête des pays en termes de rémunération moyenne et médiane des administrateurs. J'évacue le côté anglo-saxon où la responsabilité individuelle est plus recherchée potentiellement auprès des administrateurs, que ça n'est le cas par exemple en France où on a cette espèce de collégialité, parapluie de collégialité du conseil, et peut-être qu'on est moins exposé individuellement. Je pense que ça a ses limites. Parce que s'il y a un vrai sujet, je vois mal comment on peut se défiler à titre individuel. Mais enfin, c'est une chose d'avoir besoin d'un avocat à côté de soi, et on connaît les honoraires des avocats, surtout dans le monde anglo-saxon, et une partie de la justification de cette rémunération beaucoup plus élevée provient de cela. Mais sur des comparaisons de pays plus proches que nous en Europe, c'est vrai que la France est en dessous. Et puis il y a un hiatus entre les entreprises du CAC 40 et les plus petites. Alors que j'aurais tendance à dire que, par définition, l'entreprise du CAC 40 a à sa disposition des juristes, enfin des compliance officers, des gens qui, et puis une formation là pour le coup qui est plus historique des sujets de gouvernance, de compliance, etc. Peut-être un peu moins dans des entreprises de taille plus modeste, et que
Et que le travail, c'est vrai que plus on siège dans une petite entreprise, plus il faut mettre les mains dans le cambouis, si je puis utiliser cette expression-là, mais qui veut bien dire de rentrer un peu plus... enfin, c'est pas exactement la même posture. Et ça demande plus de disponibilité, de temps. Et que peut-être la rémunération n'est pas au niveau du temps. Moi, je ne prends pas l'engagement d'un mandat comme un engagement bénévole. C'est pas vrai. C'est pas possible. Ou alors on fait pas, on risque de pas le faire avec le niveau d'engagement qui est exigé. Et encore une fois, quand on voit les enjeux à la clé pour la pérennité de l'entreprise. Donc ça demande vraiment de continuer à se former, s'informer. C'est pas le temps au conseil d'administration qui est plus important. C'est comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est voir ce que font les concurrents, c'est se mettre au courant des nouvelles technologies. L'IA, on parle de l'IA, mais faut-il comprendre un peu plus que l'IA, c'est l'IA. Non, mais non, c'est pas que la tech. C'est quand même, c'est pas que du prompt, c'est pas savoir seulement rédiger et savoir utiliser ChatGPT ou les autres. Donc tout ce temps-là, je fais l'analogie avec la culture. La culture, on ne veut jamais payer les artistes, et c'est pourtant essentiel. Donc il faut, voilà, c'est du temps et l'expérience accumulée, c'est parce qu'on a passé du temps, qu'on a eu des responsabilités, etc. Et c'est ça qui est valorisé aujourd'hui et qui devrait aussi, en partie pécuniairement, pas que, mais en partie pécuniairement considéré. Oui. Alors qu'en plus, on sait que 170 000 entreprises vont changer d'actionnariat dans les 10 ans à venir parce qu'il y a toute une génération qui s'en va. En fait, finalement, il faudrait qu'on ait des gouvernances adaptées à chacune des PME et des entreprises ou ETI qui soient suffisamment efficaces pour éviter des drames ou la perte d'un savoir-faire français majeur. Et on a vraiment du mal à mettre en place des gouvernances. J'avais le président de l'APIA il n'y a pas très longtemps et c'est pas évident d'avoir des gouvernances efficaces auprès des patrons de PME et de TI aujourd'hui. Et la gouvernance, comme on l'a dit, c'est conseil d'administration, c'est le COMEX et c'est l'Assemblée générale. Et on voit bien quand même entre juin 2025 et novembre 2025, il y a eu 10 changements de CEO. Sur le SBF 120. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça veut dire que il faut. D'abord, il y a eu une prise de décision d'un conseil à un moment donné pour dire certainement face aux défis qu'on a, le profil actuel ne nous semble pas faire la fête. C'est pas facile d'en trouver. Les nouveaux. Et donc rendre une gouvernance attractive, c'est un vrai défi parce que c'est la responsabilité des administrateurs. S'il n'y en avait qu'une, c'est celle-là. C'est de l'organiser correctement, d'avoir des bons talents. C'est vertigineux parce que derrière ça, il y a des emplois à la clé. Donc, franchement, c'est quelque chose qui peut empêcher de dormir si on n'a pas le bon CEO au bon moment pour assurer la pérennité de l'entreprise. Bon CEO et bon COMEX. Bon COMEX, c'est l'équipe qui va derrière, bien sûr. Oui. Et quand on parle d'une ETI, on est plutôt entre 25, autour de 25. Si on rentre un tout petit peu dans le concret, Eliane, par rapport à la dernière enquête de Spencer Stuart sur Ethic and Boards. Board Index. Ah, c'est le Board Index, voilà. Une enquête qu'ils font depuis de nombreuses années, tous les ans. Et c'est toujours intéressant statistiquement, puisque de toute façon c'est public, c'est une information publique, d'avoir la rémunération des administrateurs. En moyenne mais je vous le dis de mémoire, de 60 000 euros pour le SBF 120 hors CAC 40 et pour des administrateurs de sociétés au CAC, on est plutôt dans les 120 000 euros, donc un rapport de simple au double.
Et bien entendu, plus l'entreprise est plus petite, moins la rémunération sera élevée et c'est pas impossible d'être à 20 ou 30 000 euros pour des plus petites boîtes. Pour moi, j'ai entendu effectivement l'autre jour le président de l'APIA. Ça me choque beaucoup de parler de bénévolat. On ne peut pas parler de bénévolat dans une responsabilité vraiment très importante et engageante de chacun des administrateurs et administratrices et du collège dans son entièreté par rapport à l'impulsion, à la direction que ça donne, à la stratégie de l'entreprise, avec des emplois à la clé, puis des emplois pas simplement des salariés, mais tout ce que ça peut entraîner dans la chaîne de valeur. Donc, il peut pas s'agir que de bénévolat, sûrement pas. Gouvernance à voix haute. Bénédicte Huyot-Deluz, administratrice indépendante, et aujourd'hui Eliane Rouillet-Chevalier, administratrice indépendante et directrice de programme Executive Education à Paris-Dauphine. Eliane, j'avais envie de te poser la question, dans une des branches de la gouvernance, qu'est-ce qui constitue un COMEX qui fonctionne bien ? On est au cœur de l'humain. On a certainement un peu d'IA qui va se mêler de ça, mais comment tu ressens en tant qu'administratrice un COMEX qui fonctionne, qui est agréable et qui est efficace ? Pour moi, il y a une certaine homothétie entre ce qu'on a décrit comme idéal pour qu'un conseil soit efficace. On peut appliquer les mêmes règles ou la même posture ou les qualités des personnes qui constituent un COMEX de la même façon, c'est-à-dire toutes ces qualités de curiosité, de sortir du cadre, de penser différemment est très important. Moi, je pense qu'il y a un sujet, à titre personnel, qui m'occupe et me préoccupe, c'est quand même, ne doit-on pas collectivement se poser la question sur cette perte de sens au travail ? On voit bien dans les statistiques, les sondages qui remontent, une forme de désengagement des salariés par rapport au travail, la généralisation du télétravail qui peut aller même jusqu'à une semaine entière. Enfin, il y a des gens qui 5 jours par semaine ne voient plus leur prochain au bureau. Franchement, moi, ça m'interroge sur évidemment le risque que ça comporte sur la cohésion, sur la culture d'entreprise, le partage, la co-construction d'un projet et le sens commun qu'on y met. Et je pense que justement, l'IA doit nous obliger à réexaminer la place de l'humain dans l'organisation et le type d'organisation que l'on veut. Il y a deux issues possibles qui ne sont pas vraiment adressées aujourd'hui. C'est plus de robotisation, donc on remplace l'homme par la machine. C'est déjà vrai dans les usines. Et faire appel par rapport à un phénomène qui est, me semble-t-il, très mésestimé aujourd'hui au sein des entreprises, ce qui est la baisse de la démographie. S'il y a relativement un domaine avec une certaine visibilité, c'est quand même la chute de la natalité et la réduction de la démographie, en particulier dans les pays européens, mais aussi en Corée et d'autres, ou au Japon, comme c'est cité souvent, et que de fait on devra recourir à l'immigration. Et on voit bien que ce débat-là a du mal à venir de manière sereine sur la place publique, avec une dimension politique dans l'environnement politique, en particulier tel qu'on le connaît en France, mais pas seulement en France. Mais c'est un vrai sujet auquel les entreprises devront être confrontées, et c'est un sujet COMEX, c'est un sujet de conseil d'administration.
Et je pense que là où la dimension humaine avait été un petit peu oblitérée ces derniers temps, elle va se réinviter parce que de là dépend la fragilité ou la robustesse d'une entreprise par rapport aux défis qu'on va avoir. Et toutes celles qui auront travaillé sur leur raison d'être, sur les valeurs au travail, sur l'envie de venir, sur les leaders qui auront incarné une envie d'aller vers la durabilité, finalement. Oui, et un vrai projet. Je prends souvent cette comparaison avec le tailleur de pierre et le bâtisseur de cathédrale. Si on n'explique pas à celui qui tape tous les jours sur sa pierre à quoi ça va servir, et si on lui explique que c'est pour construire Notre-Dame de Paris, ça n'a plus du tout le même sens et le même engagement. Donc il y a vraiment à réinstaller dans l'entreprise quelque chose de joyeux, quelque chose d'un peu plus léger pour construire un projet et donner de la fierté à partager la construction de ce projet. C'est pas des choses évaporées, quoi. C'est je pense un vrai moteur pour que on retrouve du sens au travail et qu'on évite parfois des souffrances qui pourraient être Faites confiance aux gens, vous aurez des bonnes surprises. Exactement. Merci Eliane. Dernière question, Eliane, que je pose à tout le monde. Quel est ton rituel d'administratrice avant un conseil ou entre les conseils ? Cette question m'étonne. Parce que rituel, je dirais banalement déjà, il faut se farcir tous les documents qui sont très épais, qui nous arrivent le week-end pour le lundi matin. On a beau essayer de demander plus tôt, mais ça marche pas bien. Moi, je dirais, c'est une fois qu'on referme les documents, se demander si on n'a pas oublié l'essentiel et le cap et le sens. Se reposer la question à chaque fois. Se reposer la question. On n'a pas abordé la symétrie de l'information entre la direction générale et le conseil d'administration. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand tu fais tes préparations de conseil ? De toute façon, c'est un fait. Il n'y a pas un jugement dans ce que je dis. C'est que le conseil est tout de même extérieur à l'entreprise. Il est extérieur à l'entreprise. C'est une instance qui se réunit une fois toutes les 6 semaines. C'est pas une instance permanente, alors que le COMEX c'était une instance permanente. Donc il y a de toute façon une désymétrie de fonctionnement, un organe intermittent et un organe permanent. Une information qui est abondée de manière très importante et régulière dans un cas et qui est quand même plus filtrée pour aller au conseil d'administration. C'est pour ça que quand on parle de confiance, pas simplement à l'intérieur des membres du conseil, pas simplement à l'intérieur du COMEX, mais aussi entre les deux instances, s'il n'y a pas cette confiance, c'est extrêmement compliqué. Mais de fait, il y a une asymétrie d'information. Donc s'il n'y a pas une volonté de transparence, de dire les choses telles qu'elles sont, c'est évidemment préjudiciable aux prises de décision. Et ça risque de pousser à prendre des décisions sans avoir toutes les cartes en main. Donc c'est très risqué pour l'entreprise, très frustrant. Pour tout le monde. Merci beaucoup Eliane pour cet échange. À très bientôt.